abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Donc, je vais commencer d'abord par faire un petit rappel sur le fer, le métabolisme du fer. Donc, quelles sont les formes actives du fer? Donc, la sidérophilie, et il est contenu à quel niveau? Au niveau de l'hémoglobine. Merci. Au niveau de l'hémoglobine, au niveau des pigments respiratoires, donc essentiellement l'hémoglobine, la myoglobine, le cytochrome, les enzymes pour le métabolisme, donc les catalases et les peroxydases. Et l'hème, donc c'est un groupe procétique constitué d'un atome divalent, F2+, plus un cycle tétrapylorique. Donc l'hémoglobine, c'est un rappel en général, elle est constituée de 4 molécules de fer et de 4 chaînes de globine. Allez-y. Donc, si vous voulez, globalement, la synthèse de l'hème, donc on parle de l'acide succinique, donc de la vitamine B6, et vous avez les différentes étapes, donc la synthèse de l'acide bêta-aminolevulinique, les porphyrines, et pour arriver à la synthèse de l'hème. Quelles sont les différentes compositions et dosages du fer? Donc, au niveau de l'hémoglobine, on a 3 grammes, donc c'est la plus grande quantité, 3 grammes. Et bien sûr, au niveau de la myoglobine, 0,15, les enzymes, 0,03. Le dosage en périphérie, le fer sérique, c'est 0,004. Et globalement, on a 1 gramme de fer de réserve. Le stock, c'est essentiellement soit sous forme de ferritine ou d'hémosidérine. Donc le cycle de métabolisme du fer se fait en vase clos. Donc on a les apports qui sont à peu près entrées et sorties équivalentes, donc 1 mg par kilo. Donc on a un passage au niveau de la moelle, bien sûr pour la synthèse de l'hémoglobine. Et bien sûr, les entrées équivalent aux sorties. Il y a une hémolyse physiologique au bout de certaines durées de vie. Donc, en moyenne, la durée de vie moyenne de 3-4 mois. Et le fer, l'hémoglobine, elle est détruite. Et le fer est recyclé. Et ainsi de suite. Et donc, on a essentiellement les pertes au niveau des entérocytes, la peau, les urines. Et le fer est stocké essentiellement au niveau du foie sous forme de ferritine rapidement mobilisable ou d'hémosidérine. Allez-y. Donc, globalement, quelles sont les pertes? Elles sont de l'ordre de 1 mg. Donc, les pertes sont équivalentes aux entrées et c'est essentiellement au niveau des fesses, au niveau de l'excrétion biliaire, au niveau de la desquamation du tube digestif, les urines et la peau, les fanères. Chez la femme enceinte, donc principalement la grande quantité de pertes, donc c'est autour de 70 mg, donc à peu près l'équivalent de 35 mg par fer par mois, par cycle. Et bien sûr les grossesses, une grossesse coûte 700 mg de fer. Donc, vous imaginez qu'il faut bien sûr systématiquement supplémenter. Les besoins chez l'homme sont de l'ordre de 1 à 2 mg par jour. Elles sont voire doubles, voire triples, donc chez la femme. Et surtout pendant la grossesse, l'allaitement, ils peuvent même tripler. Donc, la ration alimentaire, on a à peu près 10 à 15 mg qui sont apportés par l'alimentation et l'absorption n'est que de 10 à 30%. Donc, quels sont les aliments qui sont riches en fer? Vous avez le foie, épinards, lentilles, les fruits, le sec, bien sûr, le vin, le cidre. Les besoins, bien sûr, peuvent être doublés, voire même triplés, au cours de certaines circonstances particulières, essentiellement chez le nourrisson, l'adolescent, donc les organismes en pleine expansion, la grossesse, bien sûr, l'allaitement. L'absorption du fer, elle se fait au niveau des duodénum, des premières anses jejunales. Donc, quels sont les principaux troubles de l'équilibre? Donc, essentiellement, où il y a un déséquilibre entre les entrées et les sorties, l'hémorragie, l'hémolyse ou la malabsorption. Donc, en pratique, on peut doser le fer au niveau du fer sérique, dans la valeur est en moyenne de 100 plus ou moins 30 gamma. On peut aussi avoir une idée sur l'absorption de fer, donc c'est des examens clés, les paramètres sidérémiques, donc le fer sérique, la TIBC, le CS, et la TIBC elle est entre 250 et 350, avec un coefficient que le rapport de la TIBC sur le fer de 30%, et bien sûr les réserves qui sont de l'ordre de 70 microgrammes.
Donc, comment elle s'installe, si vous voulez, sur le plan physiologique, l'anémie? Bien sûr, au départ, on aura une diminution du fer de réserve, et après, bien sûr, une diminution de l'hémoglobine, la microcytose, et l'anémie s'installe par la suite. Quelles sont les causes, si vous voulez? C'est essentiellement un déséquilibre entre les apports et les besoins qu'on voit essentiellement au cours d'hémorragie, d'hémolyse ou de malabsorption. Donc, sur le plan clinique, comment le malade peut se présenter? Essentiellement, bien sûr, l'interrogatoire est un élément clé du diagnostic. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Bien sûr, déjà le contexte, l'âge pour les enfants ou les nourrissons, l'alimentation, la prématurité, la gémellité, la diversification à quel âge, bien sûr. Et bien chez la femme, le nombre de grossesses, l'espacement des grossesses, les conditions socio-économiques, tout ça rentre en jeu. Et bien sûr, l'examen clinique, essentiellement les signes généraux qui sont marqués par l'asthénie, donc le mettre symptômes, et les signes fonctionnels liés à l'anémie, donc l'asthénie, la dyspnée, polypnée, précordialgie, donc en rapport avec l'anémie. Et bien sûr, l'examen physique, c'est essentiellement la pâleur cutanémique. Qu'est-ce qu'il faut rechercher au niveau, bien sûr, des conjonctives, au niveau des lits inguéaux, au niveau de la face interne des joues, et bien sûr, les signes liés à l'anémie, plus les signes de sidéropénie, donc en rapport essentiellement avec une fragilité des ongles fins, cassants, striés, choriolychie, avec une chute de cheveux, poils. Ça, si vous voulez, sur le plan clinique. Donc, on a essentiellement des signes liés à l'anémie et des signes liés à la sidéropénie. Bien sûr, la biologie, la NUM, l'examen clé, la numération, qui va montrer en général une anémie microcytaire hypochrome, souvent régénérative, avec les signes classiques de la carence en fer, la microcytose, l'hypochromie, voire même des annulocytes. Bien sûr, est-ce qu'on va demander systématiquement le fer sérique, TBCCS, ferritinémie? C'est pas toujours vrai. On a toujours l'habitude de travailler sans les paramètres sidérémiques et souvent on fait des tests au fer. Donc on va donner du fer, en général chez l'adulte, 2 gélules, des fers trivalents qui sont bien absorbés. Bon, ça dépend des habitudes de chaque médecin. Et théoriquement, au bout de 3-4 semaines, on aura corrigé la moitié du déficit. Et au bout de 2 mois, on corrigera la totalité du déficit. Et bien sûr, au bout de 6 mois, on rajoute 4 mois pour restaurer les réserves. Donc, si vous voulez, le test offert, en général, dans 2 à 3 semaines, et on va voir. S'il y a une bonne réponse, donc c'est bon, on peut continuer. Bien sûr, la forme orale, en général, on donne 2 mois pour corriger l'anémie, 4 mois pour les réserves. Bien sûr, il y a certaines circonstances particulières où il faut peut-être passer au fer injectable ou en perfusion. Bien sûr, certains cas, quand il y a une urgence, quand l'anémie est mal tolérée, au cours d'une grossesse où l'anémie est sévère, certains cas particuliers, des personnes âgées, des pathologies, des comorbidités associées dans cardiopathie ou bien des atteintes pulmonaires chez les sujets âgés, chez qui on ne peut pas se permettre de laisser une anémie sévère. Donc il faut corriger rapidement. Et bien sûr, il y a la transfusion. Mais bon, en général, on évite de transfuser, sauf cas particulier. Et par conséquent, on peut être amené à utiliser du fer en perfusion. Et croyez-moi que ça donne de très bons résultats. Et en général, on donne 2 à 3 ampoules en perf, 1 à 2 fois par semaine. Et ça donne très bien. Donc pour la voie IV, gardez-la pour ces personnes âgées, l'anémie mal tolérée, la femme enceinte, ou bien sûr quand il y a les problèmes de malabsorption. On est obligé de court-circuiter la voie orale et donc de donner du fer en injectable. Bien sûr, ça c'est la première partie du diagnostic.
On a fait le diagnostic, l'interrogatoire, l'examen clinique, la biologie, on a fait le test, il répond bien, on a corrigé l'anémie, on a restauré les herbes. Bien sûr, le diagnostic est essentiel, le diagnostic étiologique est un examen essentiel dans la prise en charge. Si on n'a pas d'étiologie de l'anémie, ce qui arrive des fois, donc le malade est perdu dans la nature et souvent il revient quelques temps après parce qu'on n'a pas recherché l'étiologie. Donc malheureusement, donc c'est des malades qui remplissent les salles de consultation et par conséquent, on ne règle pas leur problème de façon définitive. Donc il faut toujours avoir un diagnostic étiologique avant de libérer le patient. Bien sûr, est-ce qu'il saigne, est-ce qu'il y a une malabsorption, donc il faut rechercher le mécanisme. Merci. Allez-y. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en pratique? La carence en fer, c'est un motif fréquent de consultation en hématologie. Hein. Malheureusement, peut-être 10 à 15, 20% ou plus de nos consultants, c'est des carences soit en fer, soit des carences en FAP. Donc, c'est un motif très fréquent de consultation en hématologie et j'imagine ça doit être la même chose en pédiatrie. Donc, bien sûr, intérêt d'une collaboration entre, parce que l'idéal serait que ces carences en fer, dont le diagnostic est relativement facile, soient suivies en périphérie et ne pas faire le motif d'une consultation spécialisée. Mais bien sûr, il y a certains cas particuliers qui peuvent poser problème où on peut discuter et travailler avec les spécialistes.